je vais être franc avec toi, là. Ça n'a pas été facile. Ouais, C'était des montagnes russes de up and down. sûr. Mes 3 premières années, j'étais broke as a joke. Sincèrement, ma première année, j'ai fait 32 000, ma deuxième, 16 000, ma troisième, 34, 32, une affaire comme ça. Wow. Pour que my back was against the wall. Je pouvais pas, comme les Haïtiens disent, ou pas qu'à fait back, je pouvais pas reculer parce que fallait que j'aille apprendre une autre carrière ou aller porter des CV. Fait que j'étais comme, OK. Fait que je suis là-dedans, j'ai pas le choix d'aller conquérir la montagne. Rebonjour dans un autre épisode de La Réalité Financière. Comme vous savez, mon nom c'est Alan Julien Jean-Jacques, votre conseiller en sécurité financière. L'avenir appartient à ceux qui font attention à leurs décisions. Donc aujourd'hui, on est là dans un autre épisode et je suis avec un invité qui est très spécial pour moi, un invité que ça fait longtemps que j'essaie de l'avoir. On s'est battu dans les courriels pour essayer de l'avoir. Mais finalement, je l'ai. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que je vois sur les réseaux sociaux, puis je suis comme son charisme, son caractère, je veux être comme lui. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Il s'appelle Christopher Salador, Better Call Chris. Je vous le présente. Il parle de lui. Ma man, en forme? Yes, c'est toi. Ça va super. Un gros merci pour l'invitation, man. Content d'être là. Avec plaisir. Mais écoute, j'aimerais que pour ceux qui ne te connaissent pas en ligne, qui es-tu? Socialement, professionnellement, dans tout ce que tu entreprends, qui es-tu? Parle-nous de tout. Toi. Dans l'âme, un entrepreneur, courtier immobilier, immopreneur, sincèrement. Avant même, moi, je trouve que je suis comme Obélix parce que je suis tombé dans l'immobilier comme Obélix est tombé dans la potion magique. J'avais aucune intention de devenir courtier immobilier. Même quand je voyais ça dans les programmes au cégep, à l'université, j'étais comme, je me vois pas être courtier immobilier. Puis pourtant, j'avais des amis. J'étais comme, non, c'est vraiment pas pour moi. Pour que finalement, je suis tombé là-dedans par pur hasard. Et boum, c'est comme si j'ai volé avec l'immobilier. OK, je comprends. OK, ben c'est une question, c'est quoi là? Est-ce que tu as trouvé une passion? Qu'est-ce qui t'a fait tourner vers l'immobilier? Est-ce que tu as vu quelque chose? C'est quoi qui t'a fait, OK, je veux aller là? Rapidement, je vais essayer de le dire rapidement, là, mais sincèrement, j'étais allé au cégep, j'ai fini mon secondaire, j'ai eu mon DES. J'étais allé au cégep, j'ai commencé, j'ai réalisé que c'était aucunement pour moi. Fait que j'ai arrêté. Fait que là, j'étais comme fudge. OK, je me sens comme un failure. Des années plus tard, je rentre à l'université, j'ai arrêté encore parce que j'étais comme OK, c'est pas vrai, je vais faire un bac par cumul puis ça va me prendre 5 ans. J'avais 27 ans à l'époque, 26. J'avais une fille de 3 ans, j'avais besoin d'argent maintenant. Puis j'étais comme OK, non, j'ai pas le temps pour faire un bac. Fait que j'ai arrêté. Fait que, encore là, je me sentais encore plus comme un failure. J'étais comme, fudge, je peux pas. Je commence des choses, mais je les termine pas. Pour que finalement, quand j'ai arrêté l'université, là, j'étais comme, OK, ça suffit. Et vu que j'avais besoin d'argent, maintenant, j'étais comme, quand j'ai regardé les programmes de cours, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui paye le plus rapidement possible, qui va pas me prendre 5 ans? Je veux courtier immobilier. En 3 ans et demi, je peux avoir ma licence. Boum, je fais ça. Puis j'ai commencé là-dedans. Puis c'est là que c'est pour ça que je dis comme Obélix. J'avais aucune idée c'était quoi l'immobilier. J'avais jamais acheté, jamais vendu. Oui, je savais c'est quoi des pancartes Remax, mais j'avais jamais vendu de propriété. Wow. Mais quand j'ai commencé, boum, ça s'est transformé en une passion. Puis me voici là, 14 ans plus tard, bientôt 15. Wow, félicitations. Thanks. Félicitations, mais ça veut dire 14 ans, ça veut dire là, c'est une des meilleures décisions que tu as vues, là, que tu as fait. Peut-être? Oui, 100%. Sincèrement, ça me rejoint beaucoup. C'est drôle parce que looking back, quand je regarde en arrière, veux pas, je vais être franc avec toi, là. Ça n'a pas été facile. C'était des montagnes russes de up and down. Mes 3 premières années, j'étais broke as a joke. Sincèrement, ma première année, j'ai fait 32 000, ma deuxième, 16 000, ma troisième, 34, 32, une affaire comme ça. Wow. Pour que my back was against the wall. Je pouvais pas, comme les Haïtiens disent, ou pas qu'à fait back, je pouvais pas reculer parce que fallait que j'aille apprendre une autre carrière ou aller porter des CV. Fait que j'étais comme, OK. Fait que je suis là-dedans, j'ai pas le choix d'aller conquérir la montagne. Fait que j'ai juste continué, mais c'est sûr que j'ai changé mon game plan. J'ai pris un coach Maxime Victor. J'ai embarqué aussi dans Ose Coaching. J'avais un coaching privé que j'avais pas l'argent, que j'ai fait, tu sais quoi, j'avais l'argent pour le premier mois. Puis j'ai juste fait, you know what, je me lance, mais tu niaises. À la 4e année, c'est là qu'en 6 mois, j'ai fait mon premier 100 000, puis pouf, ça a take off à partir de là. Fait que c'est vraiment les circonstances qui t'ont poussé à arriver là. Exactement, j'avais juste pas le choix. C'est quoi l'expression américaine? Necessity is the mother of all creation, something like that. Mais là, j'avais juste
pas le choix. Fait que j'avais pas le choix d'avancer, de persévérer. Surtout avec ta fille qui était jeune et tout, de En plus. prendre soin de la famille, c'est compréhensible. Mais écoute, félicitations pour ton parcours. Puis en parlant de parcours, Yes. tu sais qu'on est là, la réalité financière. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours financier. Est-ce que tu as grandi avec une famille ou disons un background très bien au niveau financier? Est-ce qu'on t'avait donné de l'éducation au niveau financier? Comment tu as grandi financièrement? Ah, j'aurais souhaité ça, mais aucunement. J'ai grandi avec une mère monoparentale, 2 enfants, moi puis mon frère. Moi, je suis le plus vieux. Ok. Ma mère était infirmière de métier. Tu sais, elle était super bonne à l'école, elle a son bac, tout ça. Fait qu'elle, quand je me cherchais justement dans la vingtaine puis tout ça, elle, c'était comme tout le temps, genre, ben, pourquoi tu ne vas pas dans le domaine de la santé? Pourquoi tu ne deviens pas infirmier? Le classique. Exactement, c'est classique, c'est tout ce qu'est-ce que c'est. Puis dans son cœur, évidemment, elle aurait voulu que je sois médecin, ingénieur, avocat, le classique. Mais côté finance, veut pas, tu sais, mère monoparentale, elle vivait sa propre réalité financière, tu sais. Puis elle a vécu ses propres up and down. Tu sais, elle était propriétaire de sa maison, au moins, parce que quand je regardais mon cercle d'influence, mes amis alentour de moi, pour vrai, j'ai grandi dans la classe moyenne, mais mon entourage, c'était tout du monde dans le ghetto, là. C'était tout du monde dans des HLM, c'était tout du monde, tu sais, avec peu de moyens, avec 3, 4, 5, 3, 4 frères et sœurs dans un petit appartement. Fait que, veux pas, c'était quand même ma réalité parce que j'étais avec eux à tous les jours, puis j'allais chiller avec eux à tous les jours, comme qu'ils venaient chez nous, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que côté finance, non, ma mère, tu sais, à part de, tu sais, paye tes cartes de crédit, puis, tu sais, le basic, tu sais, elle est infirmière. Elle n'est pas conseillère financière, elle n'est pas... Tu comprends? Fait que j'ai dû apprendre de mes propres moyens, puis comment qu'on apprend de ses propres moyens? Ben, c'est en se cassant la gueule. Fait que c'est en loadant tes cartes de crédit pour dire, fudge, OK, c'est too much. Et justement, quand je débutais en immobilier, comme, OK, je veux faire de l'argent. Puis, sincèrement, tu sais, la vie, c'est un trial and error. Même si tu apprends et t'étudies des choses, la réalité, il faut que tu le vives pour vraiment que tu le comprennes. Parce que tu as peut-être entendu, mais tu ne l'as pas compris. C'est vrai. Parce que c'est quand tu vas le vivre, c'est là que tu vas vraiment le comprendre puis l'assimiler puis faire « Ah, OK, c'est ça. Mais là, tu es là-dedans, tu es dans la chenoute. Là, you need to figure it out. Là, il faut que tu t'arranges avec tes troupes pour sortir la tête de l'eau. Puis c'est comme ça que de palier en palier, comme dans un jeu vidéo, c'est comme ça que j'ai appris les rudiments de l'argent. Ok, je comprends. Mais écoute, ça me fait penser à une question que j'aurais pour toi. Dans tout ce parcours-là, c'est quoi une erreur que tu penses que tu as fait ou si tu as donné une histoire d'une erreur financière que tu as fait dans ton parcours, puis que ça a été une grosse leçon ou peu importe, les erreurs financières? Ben, quand j'ai commencé en immobilier, c'était en 2010. Sincèrement, je connaissais rien, encore une fois. Puis, je me suis fait influencer par le monde alentour de moi qui était déjà dans la game. Puis, j'ai embarqué dans l'achat d'un condo, une construction neuve. On m'a dit, Chris, on va te donner un cashback de 10 000 $. Tu n'as rien à mettre dans le temps que tu pouvais acheter avec 0 mise de fonds. Tu n'as rien à mettre, on te donne 10 000 $. Tu vas pouvoir louer au maximum que tu veux, blablabla. Bla, 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 bla. Encore une fois, j'ai hésité, mais je me suis embarqué. Puis c'était la catastrophe parce qu'on m'avait dit, oh, tu sais, quand tu achètes, ben, quand tu loues du neuf, tu peux louer comme tu veux. Mais la réalité, c'est qu'une fois que je suis devenu propriétaire, je me rappellerai toujours, j'ai passé chez le notaire dans le mois d'octobre. Puis mon taux d'intérêt était 4,10. Le mois suivant, c'était 4,5. Le mois d'après, 3,90, whatever. Mais tout ça pour dire, puis j'avais un taux fixe. Mais tout ça pour dire que mes mensualités étaient de 1290 dans ces alentours-là. Et j'ai réalisé après que le maximum que je pouvais le louer, c'était 925 $. Wow. En plus, avec les chiffres que je t'ai dit que je ne faisais pas d'argent. Fait que, dans le fond, la différence, là, ça sortait de mes poches. Oh my God. Fait que la leçon de ça, c'était que, je ne me suis pas informé, éduqué. Puis surtout, je n'étais pas bien accompagné parce que si j'étais moindrement bien accompagné, la personne m'aurait dit, Chris, fais les chiffres. Combien ça va te coûter? Pose les bonnes questions. Est-ce que ça balance? Si ça ne balance pas, embarque-toi pas. Mais sincèrement, ça a été catastrophique parce que quand j'avais de l'argent, je le payais. Quand j'avais pas d'argent, ben là, j'étais en dessous. Je recevais des avis de 60 jours puis tout ça. Mais puis, tu sais, je m'en suis débarrassé. Fait que pour répondre à ta question, justement, j'aurais dû être mieux informé, m'éduquer, puis surtout bien accompagné. Puis le end-all be-all, c'est que qu'est-ce que j'ai appris de ça aussi, c'est que c'est fou, hein, mais
d'être cash flow négatif, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que pour certaines personnes qui ont des hauts revenus, d'avoir quelque chose qu'ils ont un déficit, c'est une bonne chose parce qu'ils payent moins d'impôts à la fin de l'année. Ils bénéficient d'avoir un actif qui grossit en valeur annuellement. Puis ça leur permet d'avoir des déductions fiscales. Mais c'est un autre chiffre de mindset. Parce que tu le sais comme moi, dans notre communauté, on veut être cash flow. On veut être cash flow. Mais quand tu changes ton fusil d'épaule, puis tu regardes ça avec une autre lens, avec une autre lentille, tu réalises comme ça, OK, mais si je suis déjà dans une haute braquette fiscale, d'avoir quelque chose qui a un déficit que je suis capable de supporter, ça fait du sens. Parce que sinon, quand tu es cash flow, qu'est-ce que les gens ne pensent pas? C'est que quand tu es cash flow, ben, fais le calcul par mois combien tu es cash flow, à la fin de l'année, combien il t'en reste, enlève les dépenses, la maintenance, tout ça, les frais comptables, blablabla, enlève qu'est-ce que tu donnes à l'impôt, qu'est-ce qui te reste réellement? Tu sais, des fois, il te reste pas assez pour te payer une Lamborghini, là. C'est ça. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que le cash flow, c'est pas the real deal. C'est l'appréciation, mais là, ça c'est dans un autre volet. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai compris ça par la suite de un, puis de deux. La deuxième chose que j'ai appris de ça, c'est que, sincèrement, je m'en suis débarrassé. Si je l'avais gardé jusqu'à la pandémie, si je l'avais gardé pendant 10 ans, bro, je l'ai acheté, je me rappelle comme si c'était hier, je pense que je l'ai acheté 235, une affaire comme ça. Quand même. Si je l'aurais gardé jusqu'à la pandémie, j'aurais pu le vendre 300 000, j'aurais fait, plus mon hypothèque qui avait baissé, j'aurais fait un 100 000 de profit, mais enlève l'impôt, là. Mais j'aurais au moins fait un 100 000 de profit. Fait qu'est-ce qui était un cauchemar au début, si je l'avais juste gardé avec une meilleure structure, mieux éduquée, ça aurait shifter vers un bon deal finalement. Mais j'aime ce point-là que tu dis parce que c'est fou qu'au début, tu as pensé que c'était une mauvaise chose, mais avec le temps, c'est devenu une bonne chose. Exactement. Puis tu sais, parfois, je parle même avec mes clients que j'essaie de leur parler au niveau des finances. Souvent, quand je leur parle de, OK, mets tant d'argent de côté pour ton objectif, exemple, ils vont dire, c'est trop pour moi. Mais quand tu regardes le laps de temps avec, par exemple, des comptes qui font de l'intérêt ou peu importe, après 10 ans, ben c'est plus que qu'est-ce que tu as mis. En plus, avec le compound effect. Le temps, là, au niveau des finances, c'est très, très, très important. 100%. Très, très important. Puis la réalité, comme Steve Jobs a dit, c'est que c'était un médicament dégueulasse, mais c'était exactement ce que le patient avait besoin. Ouais. Parce que sincèrement, j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi. Si je l'ai appris à la dure, mais c'était exactement ce que j'avais besoin. Parce que quand après ça, j'avais des clients qui venaient avec des affaires, « Hey, Chris, je veux m'acheter quelque chose, zéro compteur. » J'étais comme, « Oublie ça tout de suite. Ça va être le pire cauchemar de ta vie. Je pouvais mieux guider, conseiller mes clients de un. De deux, même pour moi, au point de vue investissement, qu'est-ce que j'ai appris? C'est comme, OK. Puis tu sais, aussi, de l'autre côté, c'est que j'ai appris à avoir une hypothèque. J'ai appris à dealer avec des locataires. J'ai eu des locataires à problème. Comment rédiger des baux, comment faire des chèques. Tu sais, c'est toutes des choses que tu me posais la question tantôt. Ma mère, elle ne savait pas. Ou ma mère, j'étais pas avec ma mère quand elle avait son duplex. J'allais pas avec elle collecter. J'étais pas à côté d'elle quand elle rédigeait les chèques. Tu ne savais pas comment ça fonctionnait. Tu comprends? Fait je l'ai appris sur le terrain. Puis c'est la meilleure école sur le terrain. Ouais, je comprends. Mais écoute, toute cette histoire-là, il y a des gens qui se disent, mais comment il a fait pour vivre cette histoire-là? Au niveau du stress, au niveau de la gestion de ta personne, qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé pour gérer toute cette situation-là? C'est cliché à dire, mais c'est de travailler sur moi, le développement personnel, big time, lire des livres, aller dans des conférences, coaching, toutes ces affaires-là. Puis aussi, mais en d'autres mots, si je peux dire ça en un seul mot, me déraciner. Dans le sens que j'ai rentré là-dedans, dans cette situation-là, je connaissais rien, j'étais green, mais avec une ancienne mentalité, des anciennes façons de faire. Parce que je suis ressorti de ça, je suis sorti de cette expérience-là une autre personne, mais en même temps, pour garder ma tête en dehors de l'eau, puis de looking back, d'avoir une rétrospection, puis de réaliser comme, hey, je suis pas mort, ma fille a rien manqué. Comme, OK, oui, c'était clairement pas le fun, mon crédit a pris un coup, but at the end, j'ai tellement appris. Fait que toute cette rétrospection, mais positive, de le voir comme le côté positif de ça, m'a fait comme, pouvoir m'élever à un autre niveau. Je comprends. OK, c'est bon. Puis écoute, je continue dans la même lignée au niveau des finances. C'est une question que j'aurais pour toi. En quoi, tu dirais, quelle est l'importance des finances dans ton domaine quand tu parles avec tes clients ou sinon toi-même en tant qu'investisseur immobilier? Pourquoi tu dirais, ou explique-nous un peu en détail pourquoi c'est autant important de bien gérer ses finances en immobilier?
Ben, pour plusieurs volets, c'est sûr que, c'est parce qu'il nous faut une mise de fonds. Fait que si on n'a pas été capable d'économiser cette mise de fonds-là, si on n'avait pas une bonne hygiène financière pour pouvoir accumuler cet argent-là, pour pouvoir avoir une bonne cote de crédit, ben, on n'aura pas les fonds nécessaires, de un. Mais de deux, tu niaises, les banques regardent beaucoup cet aspect logique-là aussi. Oui, ils y vont avec qu'est-ce qu'on est capable de prouver sur papier, slip de paye, T4, attestation d'emploi, etc. Mais en même temps, de voir que la personne, est-ce que c'est une mise de fonds accumulée ou c'est une mise de fonds empruntée? Quelqu'un avec une mise de fonds accumulée risque d'avoir... Son dossier va être encore plus beau puis va passer beaucoup plus facilement que quand c'est quelqu'un que c'est une mise de fonds empruntée. Parce que la banque se dit, OK, cette personne-là, c'est pour ça qu'aussi qu'ils te demandent tes 3 derniers relevés d'accumulation de la mise de fonds, parce qu'ils veulent voir de où la mise de fonds vient. Mais de voir que la personne l'a accumulée, ça démontre des bonnes habitudes, une bonne discipline financière, une bonne hygiène financière. Fait que généralement, si la personne a cette discipline-là de base, ben, généralement, ça va être un moins gros risque de pouvoir le prêter X montant d'argent pour son hypothèque. Versus la personne que c'est une mise de fonds empruntée, j'ai même pas été capable d'accumuler sa mise de fonds. Puis ça c'est 2. 3, la réalité, c'est que beaucoup de gens, on s'entend là, dans les dernières années, beaucoup de gens voient l'immobilier comme la nouvelle ruée vers l'or. Ils pensent que s'ils investissent en immobilier, ils vont devenir riches. Mais la réalité, c'est que l'immobilier, avant de t'enrichir, va t'appauvrir. Fait que la première, puis c'est drôle, je vais sortir une vidéo là-dessus qui s'appelle les 4 phases en immobilier parce que beaucoup de gens s'arrêtent à la première phase qui est je veux devenir propriétaire, je veux acheter de l'immobilier. Mais la réalité, ça, c'est la partie la plus facile. Elle est stressante parce que tu as l'inspection, le financement, tu as plein de choses qui arrivent, des montagnes russes d'émotions. Mais c'est la partie facile parce que pendant la recherche, l'analyse, puis de trouver le bien, tu n'es pas encore propriétaire. Tu sais, ta mise de fonds, quand tu y penses bien, c'est 2 semaines avant de passer chez le notaire qu'il faut que tu amènes ta traite bancaire, il faut que tu appelles ton conseiller financier. « Hey, je veux transférer mes REER, blablabla. Fait qu'il n'y a rien qui change, à part que tu payes 1000 pièces ton inspection bâtiment. Mais le vrai travail commence dans la deuxième phase qui s'appelle la phase des opérations. C'est comme ça que j'appelle ça, la phase des opérations, où est-ce qu'une fois que tu as les clés, là, tu es en charge du bâtiment. Là, c'est ta responsabilité. Là aussi, ça vient, on a un parc immobilier qui est vieillissant, ça vient avec de l'optimisation. Fait que c'est là que, je commence à sortir de l'argent de mes poches. Mais si je n'avais pas une bonne hygiène financière, une bonne discipline, si je n'étais pas bien structuré financièrement, c'est là que les gens peuvent y laisser leur chemise. Je comprends. Tu comprends? Je comprends. Fait que tu dirais vraiment qu'il y a une vie financière à avoir. C'est pas juste les papiers puis mettre ça en place. Il faut vraiment que tu aies... Puis j'aime ce point-là. Puis j'irais même à dire ça. Sinon, ce que tu dis, il faudrait même que tu vis déjà comme si tu es propriétaire avant même d'être propriétaire. 100%. Parce que beaucoup, tu sais, admettons, moi, je suis très... comment je peux dire? Ben, tu sais, admettons, les clients vont m'envoyer des propriétés. Je suis très... Non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas pire. Et pourquoi? C'est parce que je check les finances en partant. La première chose que je check, est-ce qu'il y a un taux de vacances? Est-ce qu'il y a des appartements qui sont vides? Parce que je sais que financièrement, les gens... Tu sais, le classique, je vais vous raconter une histoire rapidement par rapport à ça, là, c'est que j'ai une cliente, elle m'envoie des propriétés. On commence le processus, elle m'envoie des propriétés. Qu'est-ce que tu penses qu'elle m'envoie? Elle m'envoie des belles propriétés dans Mirabel, les constructions récentes, qui sont belles, qui sont toutes cute, toutes parfaites. Mais ils sont combien? 699. Elle a une préautorisation à 700 000. 699, 650. Je suis comme, c'est ça que tu veux regarder? Parfait. Première chose que je fais, je change ma calculatrice hypothécaire, je fais les calculs, j'encercle les chiffres. Tiens, voici les mensualités. Tu veux toujours qu'on aille le visiter? Oh non, je ne m'attendais vraiment pas à tout ça. Parfait, on va descendre le prix. On va regarder quelque chose qui est plus vieux, qui justement, comme je disais, plus vieux, ça veut dire qu'il faut l'améliorer, il faut injecter de l'argent. Combien? Puis c'est pour ça que, pour aller avec ta question, puis la réponse, c'est que quand les gens s'embarquent, veulent acheter une propriété, moi, je le vois comme un projet immobilier. Quel type de projet immobilier dans lequel tu veux, même pas que tu veux, que tu es prêt psychologiquement puis physiquement à t'embarquer. Parce que c'est bien beau que tu as regardé des vidéos, tu as suivi du coaching, mais est-ce que tu as des habiletés? Est-ce que tu as des compétences en construction et rénovation? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux minimiser des coûts, des dépenses? Ou tu n'as aucune connaissance, puis tu vas devoir
payé pour faire cela. Fait que tout ça pour dire qu'il y a des projets esthétiques, OK, avec 2-3 coups de peinture, 2-3 petites affaires, ça ne coûte pas trop cher, puis boum, tu as amélioré la propriété. Mais il y a des projets que, oui, les prix sont bons, sont pas chers, l'opportunité peut faire du sens, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne opportunité pour toi. Parce que si tu t'embarques là-dedans, c'est un projet de 100 000 minimum. Est-ce que tu as les fonds? Est-ce que tu as la capacité? Puis tout ça. Fait que c'est pour ça que d'avoir une bonne intelligence financière, discipline, d'être structuré financièrement, savoir connaître aussi ses capacités. C'est bien beau, le projet fait du sens, mais est-ce que financièrement, tu es capable de t'embarquer là-dedans? Parce que si c'est non, vague. On va t'en trouver un autre qui va être parfait selon ta situation à toi. Je comprends. Puis en parlant des finances, j'aimerais te poser la question, c'est quoi peut-être 2-3 conseils ou étapes que tu dirais financières que tu penses qu'une personne devrait faire avant même d'acquérir un immobilier, peut-être dans ton expérience en tant qu'investisseur ou peu importe? La première, c'est la réalité. Puis même pour moi, en tant qu'entrepreneur, courtier immobilier professionnel, pour tous les professionnels, tout le monde qui nous écoute, étudier l'argent. Parce que quand tu étudies l'argent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 42 ans, j'en apprends encore. Puis quand tu penses que tu as appris, tu n'as pas encore compris. Tu vas apprendre. Tu as l'impôt, tu as la fiscalité, tu as les dépenses, les revenus gérés. Et c'est... Puis comme un jeu vidéo, à chaque niveau, ben, tu dois faire face à un nouveau dragon. Puis la réalité, qu'est-ce qui est le fun? Parce qu'il faut le voir, le fun, c'est de l'apprentissage. Mais en même temps, tu deviens meilleur, tu deviens plus sharp. Puis dis-toi, comme dans mon expérience avec mon condo, où est-ce que je trouve que je me suis cassé la gueule, mais la réalité, tu as besoin de passer par ça pour passer à un prochain niveau. Je te donne une multi-billion-dollar company, comment tu vas gérer? Tu n'es pas fait pour ça, prendre des gros risques puis d'injecter X montant d'argent, tu n'es pas encore là. La réalité, il faut que tu commences par faire ton premier 100 000, devoir de l'argent à l'impôt. OK, j'en fais plus, je dois plus d'argent à l'impôt. OK, là, il faudrait que je m'incorpore. Parce qu'on entend tous, il faut s'incorporer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce que tu es rendu là? Puis c'est quoi? C'est une fois que tu as atteint ce niveau-là que tu dois embarquer. Fait que tout ça pour dire, study money. La réalité, avant de dépenser pour quelque chose, genre, garde l'argent puis attends. Attends parce que tu vas voir est-ce que tu en as vraiment besoin. Si tu es capable d'attendre puis de vivre sans, ça veut dire que tu n'es pas nécessairement obligé de faire la dépense. Puis par rapport à ça aussi, moi, qu'est-ce que j'applique beaucoup, parce qu'en créant du contenu, tu sais, moi, je crée mon propre contenu, mais je donne ça à des monteurs vidéo. Avant de faire des dépenses, surtout quand on est en affaires, en business, moi, je dirais, si tu fais la dépense, est-ce que tu sais que tu es capable de multiplier cet argent-là avec cette dépense-là? Ou est-ce que tu es en mesure de faire que cette dépense-là va te rapporter? Parce que si ça ne va pas te rapporter, fais pas cette dépense-là. Il y a trop de nouveaux courtiers, si je vais parler pour moi, là, puis même moi, j'ai fait cette erreur-là, mais souvent, on va s'embarquer dans des dépenses, on va prendre on va payer du marketing, des coachs, j'ai des ça, pour que tu le fasses même pas à la fin de la journée. Fait que tu sais quoi, développe le muscle de l'habitude quand tu atteins un certain plateau pour une dépense de business tu penses qu'il va te rapporter. Commence par le faire toi-même. Quand tu atteins un certain plateau, là, après ça, embarque dans la dépense. OK. Et c'est bon parce que j'allais poser ces questions-là. Tu sais, tu disais qu'au début, peut-être de commencer soi-même parce que pour ne pas se casser les dents avec les finances. Mais le plateau que tu disais, qui sera le moment que tu vas voir, par exemple, un conseiller financier pour donner des tips, comme tu as dit, au niveau des finances ou un coach de vie, tu dirais, c'est quel moment, si tu es capable de le déterminer, que tu vas avoir? Un conseiller financier, puis tout ça, moi, je trouve que ça devrait faire partir de ton cercle d'influence dès maintenant. De la même façon d'un fiscaliste, la même façon d'un comptable, toutes ces choses-là, avocat aussi, tu devrais les avoir dans ton network, puis pas les appeler quand tu as le problème, pas les appeler une fois par année comme ton conseiller financier ou ton comptable, mais aller dîner avec eux autres, avoir des conversations avec eux autres. Avoir une relation avec eux. Avoir développé une relation exactement avec eux. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des vrais insights. Parce que si tu les appelles juste quand tu as le problème ou tu es dans la situation, ben, ils vont juste t'apporter l'information sur ça. Mais pas qu'est-ce que tu aurais besoin, le 360 pour qu'est-ce que tu vis maintenant, mais aussi ton prochain level. Comme ça, tu es capable de prévenir avant de guérir. Fait que non, moi, je dirais, comme tu dis là, dans ta question, c'est de contacter le plus vite possible. OK, je comprends. Mais écoute, pendant qu'on arrive peut-être presque à la fin de notre épisode, je t'aurais posé comme question, après toute ton expérience, tout ce que tu as vécu,
un jeune qui regarde ou un adulte qui regarde ou n'importe qui, parce que dans la réalité financière, on parle à tout le monde, hein, comme je disais, c'est pour enlever le terme tabou dans les finances. C'est quoi un conseil, un type, une phrase, une leçon que tu aurais donnée à nos internautes aujourd'hui? Eh bien, la leçon, je dirais, c'est pur hasard. Là. Moi, je crois pas. Il n'y a même pas de hasard dans la vie. Mais c'est drôle. Tantôt, j'étais au gym, puis je suis tombé sur une vidéo qui faisait un résumé sur le livre La psychologie de l'argent. Puis j'ai écouté la petite courte vidéo qui était genre 10 minutes. Je me suis dit, c'est quoi? Fudge, je devrais acheter le livre. Je connaissais déjà le livre. Je m'en vais sur Audible. Ah, j'ai acheté le livre, mais je ne l'ai jamais lu. Je me suis mis à le lire. Puis pourquoi je dirais ça? Le mot que je dirais, c'est la psychologie de l'argent. Sincèrement, il faut apprendre sur l'argent. Parce que même il y a quelques semaines, j'écoutais une autre vidéo sur l'argent. Puis tu sais, l'argent, c'est comme si l'argent n'existe pas. L'argent est digital. Quand tu y penses, on le dépense. C'est tout digital. On a de moins en moins d'argent physique. Mais pas juste comprendre nous psychologiquement, mais comprendre comment les systèmes, les infrastructures fonctionnent avec l'argent. Parce que tu réalises comme... OK, c'est une autre game, qu'on est clair, que le commun des mortels n'est vraiment pas dedans. Puis aussi, nous, où est-ce que je vais en venir avec la réponse, c'est que la psychologie de l'argent, puis une des choses que je me suis retenu du livre de qu'est-ce que j'ai entendu à date, l'argent n'a rien à voir avec le fait que les mauvais choix, les bons choix, ça n'a rien à voir avec ce que tu es plus quelqu'un qui a plus d'argent, c'est parce qu'il est plus intelligent, ou quelqu'un qui est pauvre, parce qu'il est stupide. Non, tout a à voir avec le comportement qu'on a avec l'argent, puis le comportement qu'on a avec l'argent est directement relié avec notre propre perception de la réalité et de nos choix. Fait que la psychologie de l'argent. Apprenez la psychologie de l'argent. Puis c'est bon parce que je parlais avec un de mes grands frères qui m'a introduit aux finances quand j'étais plus jeune. Il me disait souvent que sois intentionnel avec ton argent. Exactement. Chaque chose que tu fais avec l'argent, il faut qu'il y ait une raison, puis il faut que la raison soit valable. C'est pas juste dépenser pour dépenser. Exact. Fait que parce que tu vois, qu'est-ce qu'il t'a dit? Sois intentionnel, c'est un comportement. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est littéralement, on a une perception avec ça, puis comment qu'on agit, ça fait toute la différence. Puis ça a un impact sur le long terme, comme tu l'as dit, avec le compound effect de l'argent sur le long terme. Oui, tu te sers la ceinture aujourd'hui, mais sur le long terme, combien ça va t'avoir rapporté? Comme dans mon histoire avec le condo, OK, si je m'étais serré la ceinture avec des meilleurs outils psychologiques, blablabla, mais où est-ce que je serais aujourd'hui si je l'avais gardé? C'est vrai. Puis écoute, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Puis écoute, ce qui arrive quasiment à la fin de notre épisode, puis je suis vraiment content d'avoir eu. Après, comme je disais, toutes les batailles qu'on a eues, yes, on sait savoir. Échanges. Mais écoute, c'est ça qui est ça. Comme tu as dit, il n'y a pas d'hasard. Si j'étais aujourd'hui, c'est parce que ça devait être aujourd'hui. Exact. Écoute, j'espère que tu avais un mot de fin à dire, quelque chose à rajouter sur tout ça. Ben, pour que les gens like and subscribe puis s'abonnent à ta chaîne. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador sur YouTube, sur les podcasts aussi, puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, Better Call Chris. Yes, Better Call Chris. Donc, écoutez, ça a été la fin de notre épisode. Encore une fois, Chris, merci beaucoup pour ton temps. Merci, man, j'apprécie. Donc, c'était la réalité financière. N'oubliez pas de partager, commenter, envoyer des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit parce que l'avenir appartient à ceux qui font attention à leurs décisions.